La sécurité, c'est la première des libertés. Je recruterai 5000 policiers municipaux. La première chose, c'est qu'on va continuer à développer le logement social parce qu'il n'y a que le logement social qui permette pour un certain nombre de catégories de continuer à habiter à Paris. Et ne comptez pas sur moi pour engager un projet abracadabrantesque à plusieurs milliards qui fera les poches des automobilistes, la ruine de cette collectivité et qui ne réduira en rien les émissions de CO2, la pollution et le trafic routier de surface. Aujourd'hui, j'ai mal à ma ville. Lyon décroche et Lyon se replie. Je veux devenir votre prochain maire en 2026. Voilà, on le voit à Paris et à Lyon, mais aussi dans toute la France, la campagne bat son plein. Et vous, qu'attendez-vous de ces élections municipales? Qu'est-ce qui va vous décider à voter pour tel ou tel candidat les 15 et 22 mars prochains? Dans un sondage Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, on lit que 76% des Français disent s'intéresser à cette élection. Parmi les thèmes jugés prioritaires, on retrouve la sécurité, la lutte contre la délinquance, puis la santé, l'offre de soins à égalité avec le niveau des impôts locaux. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, 5 Français vont témoigner de ce qu'ils attendent de leur prochain maire ou de leur prochaine maire. Bonjour à tous les 5. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec vous, nous allons faire un tour de France. Grâce à vous, évoquer différents thèmes, que ce soit les transports, l'environnement. Nous donnerons également la parole à une jeune électrice dont c'est la première élection. Pour commencer, nous allons à Nantes, à la rencontre de Jean-Luc Landas, pour parler de santé. On l'a vu, c'est une préoccupation importante. Jean-Luc, vous êtes retraité, ancien médecin à l'hôpital, et vous vous battez depuis 2 ans pour implanter un centre de santé dans votre quartier de Nantes. Avant de vous entendre, on va voir une courte vidéo que vous avez filmée pour nous. C'est au cœur de ce quartier populaire du sud de la ville de Nantes, au Clos-Taureau, que sera ouvert dans quelques mois au rez-de-chaussée d'un de ces bâtiments le centre de santé associatif qui permettra aux habitants de ce quartier, aux habitantes de ce quartier d'avoir accès sur place à proximité immédiate de médecins généralistes, d'une psychologue, d'infirmiers, et dans ce quartier où le dernier médecin généraliste a pris sa retraite depuis 2 ans. Bonjour Jean-Luc, alors racontez-nous, vous vivez dans une grande ville, mais dans un désert médical, c'est un paradoxe. Eh bien oui, mais c'est un paradoxe qui existe dans toutes les grandes villes. En fait, il y a une grande inégalité d'accès aux soins selon les quartiers. Et dans les quartiers populaires, eh bien, il y a très peu de médecins, beaucoup moins, tels que se donnent les chiffres de la direction régionale de l'ARS, eux-mêmes. Ouais. Bien, donc, quand on s'est retrouvé dans ce quartier avec le départ du dernier médecin généraliste, on a pris le taureau par les cornes avec, pas moi tout seul, mais avec un collectif de citoyens et puis d'autre part les habitants du quartier, en agissant sur deux rails. Le premier rail, c'est de venir en aide immédiatement en tenant des permanences pour aider les habitants de ce quartier à retrouver un médecin généraliste. Nous avons répertorié les médecins exerçant à moins d'une demi-heure en transport en commun, qui est le moyen de transport le plus utilisé par les habitants du quartier. Et en fait, nous avons trouvé 42 médecins, ce qui peut paraître beaucoup, répartis dans 22 cabinets, mais seulement 2 prenaient des nouveaux patients. Voilà. Et donc, premier point. Puis le deuxième rail sur lequel nous avons agi, nous avons dit il faut retrouver un médecin, un ou des médecins plus exactement, dans ce quartier. Et donc, nous sommes battus auprès des élus pour obtenir la création d'un centre de santé dans ce quartier. Et Jean-Luc, oui. Comment on fait pour vivre au quotidien sans médecin généraliste? Racontez-nous aujourd'hui comment ça se passe. Eh bien, comment ça se passe? C'est-à-dire que comment vous faites quand il n'y a plus de médecins qui veulent venir faire des visites à domicile?
quand vous avez votre mère de 90 ans qui ne peut pas se déplacer, ça veut dire que vous posez un arrêt de travail et puis vous allez l'accompagner au médecin qui va bien la recevoir. Bon, voilà. Et, comment vous faites pour repérer un autre cabinet de médecins quand vous êtes aveugle et sourd? Bon, voilà. Et concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Comment vous faites quand vous avez 3 enfants, que vous êtes mère seule et que vous devez passer 2 ou 3 heures pour pouvoir aller à une consultation? Bon, c'est ça la difficulté. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'action immédiate, je l'ai dit, c'était de tenir ces permanences à la maison de quartier qui nous a accueillis. Voilà. Et pour les aider, parce que comment vous faites quand vous possédez mal le français et que prendre un rendez-vous sur Internet, c'est impossible. Voilà. Est-ce que ce thème donc, qui vous tient à cœur, hein, la mobilisation autour de cette maison de santé, ça a influé sur la campagne municipale? Est-ce que vous avez pu rencontrer des candidats? Est-ce qu'ils viennent dans votre quartier sur ce thème? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas rencontré, mais ça viendra, mais nous avons rencontré les élus auparavant, car la décision d'ouvrir ce centre de santé a été une décision de la municipalité actuelle qui a accepté de budgéter des sommes pour ouvrir à terme ce nouveau centre de santé qui n'était pas prévu dans le mandat. Alors, pour réagir à votre témoignage, j'accueille sur ce plateau 3 sénateurs et sénatrices. Bonjour à tous les 3. Vous allez pouvoir réagir comme ça au témoignage de nos citoyens. Je vous présente Karine Daniel. Vous êtes sénatrice socialiste de la Loire-Atlantique. Vous connaissez très bien Nantes. Vous avez été élue municipale. Également avec nous, Ludovic Hay, sénateur centriste du Haut-Rhin. Vous avez également été maire d'une commune de 15 000 habitants en Alsace. Également avec nous, David Barguerite. Bonjour. Bonjour. Sénateur LR de la Manche. Vous avez été conseiller municipal de Cherbourg. Alors, Karine Daniel, qu'est-ce que cette mobilisation vous évoque? Est-ce que c'est une préoccupation des Français, des électeurs dans la campagne? Vous le reconnaissez, la santé? Oui, évidemment, c'est une des premières préoccupations des Français. On ne peut pas se satisfaire du fait qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des différences d'espérance de vie entre les départements du fait du développement de déserts médicaux. D'abord, moi, je tiens à féliciter Jean-Luc et la démarche collective qui s'est faite autour de cette mobilisation au Clotoro. Moi, j'habite un quartier populaire à Bellevue, où s'est implantée une première maison de santé, qui est un projet exemplaire. Et il y en a maintenant qui se développent dans les quartiers populaires de Nantes. Donc, il a fallu une mobilisation citoyenne pour que ça bouge dans son quartier à Nantes. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas forcément un modèle unique des maisons de santé. Il est important que la maison de santé réponde au profil de la population, aux besoins locaux, à ce qui existe déjà en termes de proximité et de services. Et ça, c'est extrêmement important. On a, par exemple, à Bellevue, des actions très spécifiques dans un quartier vieillissant sur la prévention et la lutte contre le vieillissement et les signes précoces de vieillissement. Bellevue, c'est un autre quartier de Nantes. Voilà, Aubrail, qui est un autre quartier au nord de Nantes, il y a des actions spécifiques sur le domaine de la santé mentale des jeunes. Et il y a un dialogue, et c'est ça qui est intéressant, très important à Nantes, en tous les cas, entre les besoins de la population, le tissu associatif, les médecins, dont la demande et les professionnels de santé est vraiment de travailler de manière plus collective. Et vraiment, je salue les médecins et les professionnels de santé qui s'investissent dans ces projets, parce qu'ils ont de nouvelles manières de travailler, et les maisons de santé et les centres de soins correspondent aussi à cette demande des professionnels de travailler de manière plus collective. Ludovic Hay, qu'est-ce que le témoignage de Jean-Luc vous a évoqué et comment est-ce qu'on fait en Alsace pour faire revenir des médecins traitants? On le disait, il n'y a pas de modèle unique sur ces maisons de santé. Voilà, la mobilisation citoyenne autour de ce quartier de Nantes, qu'est-ce que ça vous évoque? Évidemment, je retrouve un certain nombre de similitudes et je salue encore une fois l'action de Jean-Luc. Merci docteur d'intervenir de la sorte. Je dirais que nous avons aussi évidemment en Alsace de nombre d'acteurs qui luttent et qui s'investissent énormément pour pouvoir justement pallier à cette absence ou cette lacune médicale sur certains territoires. Alors évidemment, le maire, il a des leviers?
Le maire a des leviers. Alors, je rappelle quand même toujours que le médical n'est pas une compétence communale. Voilà. Et malheureusement, quand un cabinet ferme, la première personne qu'on va voir aujourd'hui, c'est le maire ou ses adjoints. D'où le paradoxe. Voilà, aussi, d'où le paradoxe. Et je salue, et là aussi sans flagornerie aucune, mais l'action aussi des élus aux côtés des professionnels de santé qui se démènent. Nous, on a carrément des maires qui vont en Roumanie recruter des jeunes en sortie d'université pour pouvoir justement pallier, non pas des médecins demain, mais au moins après-demain, parce qu'on sait que ça prend du temps la formation. Donc aujourd'hui, on voit bien que bon nombre d'acteurs travaillent main dans la main. Je le salue. L'ARS, parfois, dont l'action est décriée. Les agences régionales de santé. Agences régionales de santé, aujourd'hui, effectivement, travaillent de plus en plus à nos côtés pour travailler sur ce maillage, de manière à ce qu'il soit le plus pertinent possible. Et puis, comme vous le savez, l'Alsace, c'est un ensemble. Il y a de la plaine, mais il y a aussi de la vallée. Il y a des grandes villes et des villes rurales, comme pas mal de départements en France. Et aujourd'hui, on doit lutter justement contre une double fracture. Une fracture géographique. J'étais hier dans une commune qui a plus de 3/4 d'heure du premier centre médical. Des accouchements qui sont en grande partie, pour certains, dans la voiture. Ça existe encore en France. Et donc, il y a cette crainte-là de se dire, je suis à 3/4 d'heure d'une maternité. Et puis, l'autre fracture dont on parle peu, c'est la fracture numérique. Aujourd'hui, tout se passe, les prises de rendez-vous, beaucoup par le numérique. Vous avez des résultats qui sont envoyés aussi de manière numérique avec des personnes qui n'ont pas été formées pour ça. Ouais. David Marguerite, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jean-Luc? On sait qu'il y a eu des textes qui ont été adoptés au Parlement l'année dernière. On pense à la proposition de loi Mouillé. On attend toujours qu'elle soit examinée à l'Assemblée nationale. Il y a une impasse autour de ce texte qui vise à forcer un peu plus les médecins à faire des permanences dans des lieux sous-dotés. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre citoyen? D'abord, moi, je voudrais dire à Jean-Luc, bravo, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où aucun territoire n'est épargné. Il n'y a pas de territoire quasiment aujourd'hui dans notre pays qui est épargné par l'inégalité, qui est probablement une des pires des inégalités, c'est celle de l'accès aux soins. C'est un parcours du combattant aujourd'hui pour accéder à un médecin généraliste ou pour accéder encore plus à un spécialiste ou un pédiatre. Et donc l'initiative citoyenne qu'il prend aujourd'hui, Jean-Luc, je la prends aussi un peu comme un signal d'alarme d'une certaine manière. Parce que comme le disait le collègue, et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est que c'est d'abord une compétence de l'État. Et aujourd'hui, on paie collectivement des mauvaises décisions qui ont été prises il y a plusieurs années sur le numerus clausus, c'est-à-dire sur le manque de médecins qui sortaient de la fac de médecine. Et mais donc ça reste la préoccupation numéro 1 pour l'élection municipale, alors que ce n'est pas forcément la compétence du maire. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les élus, avec les citoyens, sont en première ligne pour répondre à cette préoccupation. Je suis élu d'un département très rural. Et j'ai présidé une agglomération, celle du Cotentin, qui comporte 129 communes, qui est très rurale, et on a tout fait, même si ce n'est pas directement notre responsabilité, pour prendre des mesures. Alors en effet, la condition nécessaire, c'est la structure collective, qu'elle soit salariée, il n'y a pas de modèle unique, ou qu'elle soit libérale, mais elle n'est pas toujours suffisante, parce qu'avoir un bel établissement de santé, c'est très bien et ça peut rendre attractif son territoire, mais parfois il n'y a pas de médecins et il faut en effet que des élus se mobilisent pour aller les chercher. On a mis en place des solutions très concrètes. On a inauguré il y a quelques semaines un médicobus. C'est un camion qui va concrètement dans les villes et les villages de mon territoire pour apporter une solution qui est parfois une solution d'urgence, j'en conviens, elle n'est pas complètement satisfaisante cette solution, mais elle permet de pallier à l'absence du médecin, parce que parfois quand le médecin généraliste part à la retraite, il n'y a aucune solution sur un territoire et les habitants sont démunis, et c'est la raison pour laquelle c'est le premier sujet de préoccupation de ces élections municipales. Jean-Luc, je vous donne la parole, vous pouvez réagir à ce qui a été dit en plateau et ensuite on va aller voir notre deuxième citoyen, je vous écoute. Eh bien, merci de vos félicitations, mais elle ne s'adresse pas qu'à moi, elle s'adresse à toutes celles et ceux qui aujourd'hui agissent, et encore aujourd'hui, parce que nous avons un centre de santé. Vous dites, faut différents moyens, mais enfin, juste à proximité de ce quartier, un centre de santé privé, SOMED, a fermé, comme tous en France. Et donc, nous avons repris nos permanences que nous avions abandonnées, et nous avons repris parce que, encore maintenant, eh bien, nous avons à trouver des médecins. Et nous avons eu aussi une aide, vous ne l'avez pas mentionné, mais une aide importante de la caisse primaire d'assurance maladie, ses salariés, qui à distance, malheureusement, et non pas sur place, parce que c'est très important, la proximité immédiate. Nous a indiqué quels étaient les médecins qui venaient de s'installer, etc., dans le coin. Enfin bon, nous ont réellement donné un coup de main. En revanche, ce qui me paraît important, c'est quand même que tous les modèles ne sont pas équivalents. Et le centre de santé, avec des médecins et des personnels salariés, c'est aussi un des centres qui pratiquent le tiers payant. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui pratique aussi un accueil
Là, beaucoup de cabinets ne fonctionnent qu'avec des rendez-vous soit par téléphone, soit par Internet. Ouais. Et il y a, y compris dans les villes, c'est des gens qui ne peuvent pas utiliser ces moyens. Donc la proximité immédiate est importante. Merci Jean-Luc pour votre témoignage dans cette émission. Vous restez avec nous. On va prendre, nous, la direction de Carpentras dans le Vaucluse pour aller à la rencontre de notre deuxième témoin. C'est un autre grand thème de la campagne, la question du dynamisme des centres-villes. On y a même consacré une émission entière il y a quelques semaines. Bonjour Rémi, merci. Vous êtes fromager à Carpentras. Le centre-ville est miné par les logements vacants et l'absence de grandes enseignes qui pourraient créer du dynamisme économique. Avant d'en parler avec vous, on va voir quelques images de votre boutique. Alors bonjour, moi je suis Rémi Merci. Je suis à Carpentras depuis bientôt 9 ans et je suis fromager. Donc là on va voir ma boutique. On s'est installé à Carpentras parce qu'en fait, juste avant on était à Paris et puis il faisait souvent très gris. Et finalement on a trouvé que Carpentras c'était topissime. Il fait pratiquement beau toute l'année. Donc voici ma boutique. Donc là, il est un peu tôt, c'est calme. Mais bon, c'est quand même très souvent dynamique. Et c'est une très jolie ville. Bonjour Rémi, merci d'être avec nous dans cette émission. Racontez-nous, vous aimeriez que votre prochain maire fasse du centre-ville le cœur battant de votre ville, c'est ce que vous avez dit en préparant cette émission. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je pense que le maire a vraiment une action pour la ville. D'abord parce que c'est le visage de la ville. Et en tant que visage de la ville, il va insuffler quelque chose, forcément. Après, moi, j'ai l'impression, en tout cas depuis quelque temps, qu'on ne considère plus les centres-villes comme étant le centre, vraiment le cœur de la ville, là où les choses se passent. Tout s'étend, tout va autour. On développe des zones commerciales, des supermarchés. Et on obstrue même la circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de venir dans un centre-ville. Alors que, en fonction de ce qu'on va y faire, il faudrait que l'offre de parking, par exemple, la sécurité, bien sûr, les nettoyages, tout ça soit pensé par rapport aux usages des habitants. Et j'ai l'impression que ça a été un peu oublié. Et pour moi, je pense quand même que le maire a une véritable action là-dessus. Oui, vous pensez que la campagne municipale va se faire autour de ce sujet? Est-ce que ça a déjà un peu pris dans votre commune? Alors, ça ne va pas être le seul sujet, forcément. Il y a d'autres sujets, il y a plein de priorités, vous l'avez dit en introduction. Mais dans le cadre de Carpentras, ça va être assez important. Là, aujourd'hui, les candidats qui ont en tout cas développé un programme parlent tous du centre-ville. Il s'agit de créer de la mixité au centre-ville, puisqu'aujourd'hui, les gens ont tendance à ne plus habiter le centre-ville et ça fait beaucoup de logements vacants. Il y a beaucoup de logements dortoirs et donc il faut absolument gérer ça. Il faut faire en sorte que ce soit décent, qu'il y ait une amélioration des conditions de logement. Il y a donc faire habiter les gens au centre-ville. Ensuite, il y a le maillage commercial qui a du mal, tout simplement parce que en ce moment, c'est difficile. Je pense que ce n'est pas que Carpentras, c'est difficile partout en France. Et donc là, il y a dans les différents candidats que nous avons rencontrés, il y a pas mal de réflexions autour de ça. C'est comment rendre la ville attractive pour faire revenir du commerce. À partir du moment où on fait revenir du commerce, on fait revenir la circulation, on fait revenir des gens et on fait vivre le centre-ville. Parce que rapidement, là en ce moment, vous direz que la situation, c'est plutôt des commerces qui ferment. Quel est exactement l'état du centre-ville? Alors, je vais parler de Carpentras spécifiquement, mais si je parle avec des collègues fromagers un peu partout, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Hein. Surtout dans les villes moyennes. Carpentras, c'est autour de 30 000 habitants. Voilà. Donc, dans le cadre de Carpentras, depuis la fin du Covid, petit à petit, il y a des locomotives qui ferment. Alors, c'est parce que c'est des enseignes nationales. Par exemple, Camaïeu, ça faisait venir beaucoup de monde, ça a fermé. Et elles ne sont pas remplacées. Aujourd'hui, les clients vont dire « Ah, mais Carpentras, pourquoi est-ce qu'on irait à Carpentras ?» Parce qu'en fait, c'est compliqué d'y aller.
c'est compliqué de se garer. Pourtant, on a une offre de parking assez énorme à Carpentras, mais ça suffit pas en fait. Les gens vont dans leur tête se disent c'est compliqué d'y aller, et en plus, il n'y a pas assez de choses à y faire. Donc, il faut trouver comment animer la ville et comment faire venir des enseignes qui plaisent aux gens, pour tout simplement qu'ils viennent dans le centre-ville. Alors, David Marguerite, que peut faire le maire, sachant que les rapports parlementaires s'empilent sur cette question, mais vous avez aussi des commerçants indépendants qui peuvent décider ou non de monter leur commerce. Qu'est-ce que peut faire le maire ? Alors, je pense d'abord qu'on est au carrefour des pouvoirs du maire. Dans votre témoignage, on a à la fois l'enjeu de mobilité, d'attractivité du centre-ville et l'enjeu de commerce. Moi, je dirais qu'on est un petit peu à un tournant historique. Dans les années 90, les commerces fermaient beaucoup dans les centres-villes à cause de la concurrence des zones commerciales. Moi, je pense aujourd'hui que le modèle des grandes zones commerciales de périphérie est un modèle qui a vécu. On voit qu'elles-mêmes connaissent aujourd'hui de grandes difficultés et que parfois elles deviennent des friches qui sont très importantes aux entrées de ville. Et je pense aujourd'hui que les difficultés commerçantes, elles sont plus liées à la modernisation des techniques de vente, à la commercialisation sur Internet. Le maire, il a des pouvoirs très importants pour répondre à cette préoccupation. Souvent, le commerce, il reste fermé longtemps parce qu'il y a un problème de rénovation et le coût de la location du local. Et pour ça, il y a de nombreuses solutions sur des foncières qui existent où la collectivité vient acheter le local, le rénover et le proposer à des conditions de location qui soient acceptables. On a des questions de managers de centre-ville qui, en effet, viennent animer le centre et donner envie aux gens de revenir. Et puis, il y a la question du stationnement, de la mobilité. Comment faire en sorte que les gens, plutôt que d'aller acheter sur Internet, viennent dans les centres-villes pour pouvoir... Alors, c'est au-delà des grandes enseignes, je pense, parce qu'on voit beaucoup, en effet, de fromagers, de boulangers qui ouvrent aujourd'hui dans les centres et qui ont besoin de ce moteur d'animation dans les centres-villes. Donc, pour résumer, moi, je crois beaucoup aux politiques de mobilité qui sont une réponse, aux politiques d'acquisition foncière et puis de modernisation des centres-villes. Alors, on fait réagir nos abonnés sur les réseaux sociaux en leur donnant le thème à l'avance. Et on a lu ce témoignage de Pierre Aucret, c'est dans l'Hérault. Il dit « J'attends une ville conviviale et solidaire, une ville où il sera possible de marcher ou de faire du vélo en sécurité. » Karine Daniel, on voit les commerçants qui veulent des parkings, le plus possible gratuits, faire venir des clients faire leurs emplettes dans les commerces. Et d'autres Français qui témoignent sur les réseaux sociaux en nous disant « Nous, on va pouvoir se balader, faire du vélo dans les centres-villes. » Comment le maire fait pour trancher ? C'est tout son travail d'équilibre. Effectivement, il faut qu'il y ait une offre de mobilité qui soit diverse pour que chacun et chacune puisse trouver les moyens d'accéder au centre-ville. Mais du coup, est-ce qu'on continue à bannir la voiture des centres-villes ? Parce que c'est quand même le mouvement compris des grandes villes. On a un vrai enjeu quand même de santé publique sur le fait de réguler la circulation automobile dans les centres-villes. Et donc, le fait d'avoir des parkings relais, le fait d'avoir des parkings, généralement, il y a une offre de parking qui est assez importante. Et Rémi le disait, c'est plus l'image en tant que telle de ce qu'on se fait de l'image de l'accessibilité de la ville que la réalité concrète. Le signal envoyé par le maire. Voilà. Ensuite, effectivement, il faut une ville où on puisse se balader, se promener, avoir les enfants en sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est aussi le développement des transports en commun et des mobilités douces. Et puis... ça a été dit aussi, il faut qu'il y ait une diversité et une attractivité globale de la ville sur le volet commercial, mais aussi, je pense, sur le volet culturel. Et là, je pense que c'est un vrai levier pour les maires d'avoir une attractivité globale et créer l'envie d'aller se balader en ville avec des festivals, avec des offres culturelles dans l'espace public. Et ça, c'est un travail qui est généralement mené, on le voit dans des villes, mais aussi dans des grandes villes, mais aussi dans des plus petites villes, entre les associations de commerçants qui sont très dynamiques, les élus et les structures culturelles qui peuvent gérer cette offre globale qui est importante pour le bien vivre et pour la cohésion sociale des villes auxquelles participent évidemment très fortement les commerçants. Je vous donne la parole dans un instant, mais Rémi voulait réagir sur la question des parkings en centre-ville. On vous écoute, Rémi. Oui, en fait, c'est pas tant la question de l'offre de parking, c'est qu'elle soit mieux ciblée par rapport aux besoins des gens. Là, aujourd'hui, Carpentras, je pense que dans le Vaucluse, on est une des villes où on a le plus de parking par habitant, vous voyez. Pourtant, les clients en permanence vont nous dire on a du mal à se garer. Donc, la question du maire, et c'est là vraiment que moi j'attends le maire, et c'est très important. Le maire, effectivement, peut faire de la communication sur comment
où est-ce que vous allez trouver des places de parking? Mais il peut aussi écouter. Et tout à l'heure, quelqu'un disait sur le premier sujet, le dialogue. En fait, le maire, il est aussi là pour écouter, pour dialoguer, pour comprendre. Parce que si les gens le disent tout le temps, c'est que probablement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et à partir de là, il faut juste arrêter de ne pas se cacher, en tout cas, derrière le juste des faits, de dire, bah oui, en fait, on a une offre de parking, c'est bon, c'est réglé. Parce que dans notre cas, et c'est vraiment très, très flagrant, je suis le premier à penser qu'il y a beaucoup de parking. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on entend tout le temps. On va nous dire, on peut pas venir à Carpentras parce qu'il n'y a pas de parking. Ouais. Et à partir de là, le maire a vraiment un sujet à gérer. On le voit, cette question de mobilité centrale dans la campagne, et le maire qui doit faire comme ça du cousu humain, on en vient à cette expression. Allez-y. On est réellement sur du cousu humain, et là je crois qu'effectivement, mon collègue parlait de carrefour d'intervention du maire, je crois que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il faut avoir un dialogue constant avec les commerçants. Quand on est élu, aujourd'hui, c'est le cœur battant des centres-villes. Il faut travailler évidemment sur la mixité des commerces, on ne le dit pas assez. Moi, je suis maire d'une ville où il y a beaucoup d'agences bancaires, beaucoup d'agences immobilières. Ça ne crée pas la même effervescence que lorsque vous avez des cafés-terrasses ou des métiers de bouche comme monsieur. Et ça, c'est extrêmement important de travailler cette mixité-là, même si le maire n'est pas, encore une fois, lorsqu'un bail commercial est à céder, il n'a pas forcément légitimité à dire que je veux telle ou telle activité. Mais pour autant, je pense qu'il peut... En discutant justement avec les commerçants voisins, peut-être influer sur une implantation autre. Moi, je crois que surtout, on a parlé des villes apaisées. Les villes apaisées ne doivent pas être synonyme de villes endormies. Voilà. Mais je crois pour autant, quand vous parliez de stationnement, l'offre de stationnement peut effectivement avoir lieu. Si vous avez demain un stationnement 30 minutes, je peux vous dire que vous avez un procès verbal à la 31e minute, parce qu'on vous demande aussi d'être efficace en matière de sécurité, eh bien, le café en terrasse n'a pas la même saveur. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Non, mais d'être libre aussi, de donner envie d'aller en centre-ville. Et aujourd'hui, l'impression que nos concitoyens ont, c'est qu'il y a plus d'inconvénients à aller en centre-ville que de ne pas y aller. Donc là, je rejoins mon collègue sur le fait que les grands malls qui sont en périphérie de grandes villes ont vécu, mais pour autant, aujourd'hui, il y a quand même une facilité d'accès qui reste indéniable. Bien, merci Rémi pour votre témoignage. On avance dans cette émission. On va aller en Indre pour parler à notre troisième invité, notre troisième citoyenne. On va parler transport. Nous allons à Argenton-sur-Creuse. On va rencontrer Sophie Suberbert. Bonjour Sophie, faites partie d'un comité de défense de la gare SNCF d'Argenton-sur-Creuse. Et encore une fois, avant de vous écouter, on va voir quelques images que vous avez tournées pour nous. Bonjour, je suis Sophie d'Argenton-sur-Creuse, une petite ville où il fait bon vivre et je suis à la gare. C'est une petite ville de presque 5000 habitants où nous avons la chance d'avoir une gare, sauf que l'on a voulu nous supprimer ou réduire ses dessertes. Cette gare est essentielle, elle fait partie de nos services publics indispensables aux habitants de notre territoire et les gares et les trains font partie des services indispensables des citoyens. Nous avons besoin, c'est essentiel, de nous déplacer. C'est aussi un moyen de transport écologique. Et à l'heure de la crise écologique énorme, c'est indispensable que les trains soient valorisés. Merci de nous avoir rejoints, Sophie. Est-ce qu'aujourd'hui, votre gare est hors de danger ? Alors non, il faut toujours veiller et surveiller. C'est pour ça que le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse, qui existe depuis déjà 8 ans, est toujours vigilant et toujours en veille active. Et alors pourquoi est-ce que la défense de cette gare, c'est une préoccupation majeure selon vous ? C'est majeur parce que, comme j'ai essayé de l'expliquer un petit peu, c'est indispensable pour notre territoire d'être connecté à d'autres territoires et d'être connecté aussi à la capitale, à Paris, pour des allers-retours liés à des raisons professionnelles et aussi des raisons médicales, puisque l'Indre fait partie aussi de ces déserts médicaux. Donc sans train, il serait difficile pour certains habitants de rejoindre Paris ou même Limoges, qui est un grand centre médical avec un grand hôpital. Et donc on en revient toujours à cette même question, Sophie. Ça n'est pas une compétence du maire et pourtant vous en faites une demande et quelque chose de fort de la campagne des municipales. Exactement. D'ailleurs, la municipalité actuelle a soutenu le comité de défense depuis sa création. Des élus participent activement
à l'élaboration des plans et des communications que nous faisons avec certaines entités administratives, politiques, des contacts avec, par exemple, la préfecture, avec les autorités organisatrices de la SNCF. Donc, c'est indispensable pour nous d'être accompagnés, d'être suivis et soutenus par des élus. Et alors, en amont de cette émission, vous avez préparé une question pour nos sénateurs en plateau. Est-ce que vous pouvez leur poser, s'il vous plaît ? Oui, alors je voulais savoir comment des sénateurs peuvent envisager de soutenir l'engagement des citoyens vis-à-vis du ferroviaire et comment soutenir aussi l'engagement de l'État parce qu'on a plutôt l'impression d'un désengagement de l'État pour le ferroviaire, que ce n'est pas la priorité alors que il y a on peut s'apercevoir qu'il y a partout en France, il y a plein de comités, d'associations qui se créent pour défendre des gares, pour réhabiliter des lignes ferroviaires. Il y a pas très longtemps à Limoges, ce samedi dernier, un grand rassemblement qui a été mis en place par un collectif qui s'appelle la Colère des Centrins, où de nombreuses associations, de nombreux collectifs sont venus manifester. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour manifester de façon globale sur tout le territoire le fait qu'il c'est indispensable d'avoir des lignes de train. David Marguerite, vous m'avez demandé la parole, vous vouliez répondre directement à Sophie. Oui, bonjour Sophie, moi je veux bien vous répondre, alors non pas en tant que sénateur, mais en tant que conseiller régional, parce que là on est au cœur de la compétence de la région. J'entends parfaitement votre combat. Derrière une gare, il y a un enjeu de service public, de proximité, de mobilité, de travail, d'attractivité. De désenclavement aussi d'un territoire. Et que parfois, en effet, la fermeture de la gare peut signifier, d'une certaine manière, la mort progressive d'une ville ou d'un bourg. Je suis élu d'une région, la région Normandie, qui a massivement investi dans les trains depuis 2015. On avait beaucoup de retard, y compris dans les gares, en développant des pôles d'échange multimodaux qui permettent de connecter à d'autres moyens de transport. Je comprends votre combat et je ne parle pas du tout de la gare qui est la vôtre. Parfois, on est aussi soumis, en tant qu'élu, à des aspirations contradictoires. Je parlais de nos concitoyens qui disent qu'il faut que ça aille plus vite. Il ne faut pas qu'on s'arrête à toutes les gares pour pouvoir relier les principales villes. Limoges et Paris. Exactement. Et donc, ces attentes contradictoires, il faut les trancher au regard d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire, est-ce qu'on a investi massivement sur cette gare ? Est-ce qu'elle est fréquentée ? Parce qu'il faut aussi regarder les chiffres de la fréquentation. Il est arrivé qu'on ferme des gares en région Normandie parce que parfois, elle n'est plus du tout fréquentée, que vous avez des agents au guichet qui voient 1, 2, 3 personnes par jour et qu'il faut faire des choix. Et que pour autant, ces choix-là, ils ne doivent pas se faire dans une logique comptable. Et ils doivent se faire toujours avec une logique de substitution. Je pense au transport à la demande, à la façon de connecter des villes avec d'autres moyens de transport. Donc pour répondre à votre sollicitation, oui, je crois qu'on peut considérer que le service public est adaptable. Tout n'est pas figé. Il y a des gares qu'on ne peut pas garder aujourd'hui. Il y a d'autres qu'il faut consolider. Et il y a même des lignes qu'on peut ouvrir aujourd'hui. C'est le cas dans ce que nous faisons. On rouvre des lignes là où il y a une attente de la population. Karine Daniel, on le voit, le maire est au cœur de cette bataille des services publics. On en parle depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sophie sur ce sujet ? D'abord, on a dans beaucoup de territoires cette mobilisation conjointe des citoyens, des élus. Moi-même, j'étais à une manifestation à Boueil ou à Couéron récemment pour le maintien de la gare et surtout de la fréquence des trains, avec des vrais enjeux, et garder le même nombre de trains par jour, d'entretien des voies, de lutter contre les retards qui pénalisent les travailleurs, les jeunes qui se retrouvent à être en retard au lycée par exemple. Et donc il y a un vrai enjeu d'égalité des chances pour celles et ceux qui sont les plus éloignés des pôles d'enseignement, de leur emploi. Et donc ça doit être une vraie priorité, avec un enjeu de transition écologique qui est évidemment important, parce que si on n'investit pas massivement sur le développement du transport ferroviaire, on le voit dans mon département en Loire-Atlantique, eh bien on déporte des voyageurs sur la route et on crée de nouveaux embouteillages et on crée évidemment des pollutions. Et donc, l'enjeu, il est vraiment
de la mobilisation. Et on sait que les collègues qui habitent le centre de la France sont particulièrement mobilisés sur ces lignes sur lesquelles il y a des investissements à opérer. Mais c'est un vrai enjeu d'égalité des chances et de présence des services publics sur lesquels les maires sont mobilisés. Monsieur Hay, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui était assez précise sur ce que peuvent faire les sénateurs? Est-ce que vous, aussi dans votre mandat de sénateur, vous pouvez aider ce genre de cas de figure? Tout mon collègue, ça va être la dualité sénateur-conseiller régional qui fait que ça devient extrêmement important. Quelle la compétence, la région? Il y aura peut-être un sujet sur le cumul des mandats, mais en tout cas, là, c'est là où ça nous donne toute légitimité, parce que derrière, on peut décliner de manière territoriale les décisions qui peuvent se prendre au niveau national. Et je ne connais pas aujourd'hui un sénateur, un parlementaire qui ne se battent pas pour la desserte de train dans sa... Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que je suis sénateur d'un territoire frontalier. Et donc, c'est pas l'histoire de dire est-ce que ça fonctionne mieux ailleurs, mais surtout la Suisse, avec un système qui est totalement différent. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce que souvent, ici en France, on a des comités d'usagers qui essayent de se battre pour maintenir leur ligne, alors qu'en Suisse, c'est un peu l'inverse. Ce sont les usagers qui sont force de proposition. Ils prennent le train tellement souvent que finalement, c'est devenu une habitude et ils sont inclus très fréquemment dans les discussions. Après, ce qui peut peut-être aussi favoriser et simplifier la chose, c'est que, on le disait tout à l'heure, il y a l'État, il y a les régions, il y a SNCF, il y a SNCF Réseau. Ça fait quand même beaucoup d'interlocuteurs. En Suisse, vous avez la CFF, point barre. C'est elle qui gère les horaires, les lignes, la maintenance des lignes, etc. Donc ça joue énormément. Et puis peut-être une dernière chose qui est très importante en France, sans être trop long. Il ne faut pas penser les lignes fines, ce qu'on appelle les dessertes fines, le dernier kilomètre, comme des lignes isolées. Et qu'on cherche à tout prix de manière à ce qu'elles soient rentables. Il faut aujourd'hui les intégrer dans un système de petites lignes qui alimentent une ligne plus importante. Et c'est dans l'ensemble qu'il faut juger de la rentabilité ou pas de la ligne. Eh bien, je voulais remercier Sophie, en tout cas, pour son témoignage. On suivra son combat pour la défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Et on va maintenant passer à notre 4e témoignage pour aller à la rencontre de Anne-Véronique Auzet. Bonjour Anne-Véronique. On a parfois l'impression qu'on parle moins d'écologie dans le débat public. On va voir avec vous que c'est l'un des thèmes de campagne de municipale qui vous tient à cœur. La question de l'amélioration du cadre de vie, la qualité de l'air, mais aussi la dépollution des anciens bâtiments industriels. Anne-Véronique, on est en train de voir des images que vous avez tournées pour nous de votre quartier. J'explique, vous habitez à Strasbourg. Le quartier, c'est le port du Rhin. Et vous, ce qui vous inquiète, ce sont les friches industrielles qui sont en cours de réhabilitation. Vous pouvez nous expliquer ce qui se joue dans votre quartier ? En fait, comme on a besoin de logements, on manque terriblement de logements, il y a un pari qui a été fait d'utiliser les friches industrielles qui étaient à l'abandon pour faire de l'habitation, pour créer du logement. Moi, je souscris complètement à cette idée, ça ne me pose aucun problème, mais pour moi, il y a une condition, c'est qu'il faut améliorer la protection, améliorer le contrôle déjà, et améliorer la protection. C'est-à-dire il y a deux choses. Il y a la diffusion des polluants qui, elle peut être un peu continue dans le temps et pas forcément visible. Mais il y a aussi les accidents, les explosions, les incendies, etc. Il y en a eu quand même un nombre assez conséquent dans le quartier. Et on n'a pas du tout été informé. On l'a appris par la presse après. Oui. En préparant cette émission, vous nous avez parlé de vos craintes sur la qualité de l'air. Il y a eu un article diffusé dans la presse régionale en 2025 qui a révélé des analyses problématiques de la qualité de l'air. Et ça, aujourd'hui, ça vous inquiète ? Évidemment, c'est quand même... la qualité de l'air, c'est quelque chose de très très important. Et en fait, l'article mettait en lumière le dépassement de certains seuils dans les émissions d'un incinérateur. Mais il n'est pas le seul. Il y a cette dépassement de seuil. Alors, quand ça s'est produit, disons, ce qui est bien, c'est qu'on a vu que quand même l'Adréal, le service de l'État, faisait des contrôles, mais nous, on a besoin qu'il y ait davantage de contrôles un peu plus globaux. Par exemple, quand un incinérateur émet des polluants, s'il y a un autre incinérateur à côté qui émet des polluants, s'il y a une autre entreprise qui pollue, finalement, globalement, même si on fait des mesures à chaque incinérateur, quel est le mélange que nous, on respire ? Quelle est la qualité de ce qu'on respire ? Alors, j'ai une dernière question. Il y a le deuxième aspect, qui n'est pas la pollution chronique, c'est l'aspect risque, c'est quand il y a un accident, un incendie grave,
une explosion, etc. Mais comment on apprend aux gens à se comporter? Je crois qu'on n'apprend pas ça pour le moment. Et la deuxième chose, c'est comment on informe. Donc j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle moins de ce sujet de l'écologie lors de ces élections municipales de 2026, même par rapport juste à 2020 ? Non, je pense que non. Je pense qu'on n'en parlait pas en 2020 non plus. Alors on va parler avec le local de l'étape, Ludovic Hay. Qu'est-ce que vous pensez de l'inquiétude d'Anne-Véronique et de son discours effectivement aussi sur la gestion du risque lorsqu'il y a une information qui tombe, mais aussi quand on n'est pas préparé? Bon, effectivement, bonjour madame. Effectivement, comme madame le disait, alors on est une terre, nous, en Alsace, évidemment, de grands groupes industriels, passés et actuels, et puis aussi futurs, je l'espère. Et ça, je crois qu'on a quand même, sans vouloir vous contredire, on a aussi quand même une certaine culture du risque. Je pense encore à Fessenheim, qui était une des centrales dont on a beaucoup parlé ces dernières années, avec des plans d'évacuation, des distributions d'iode, etc., qui sont, eux, totalement bien maîtrisés. Nous avons, avec les préfectures, des exercices. Il y a encore eu, alors je vous parle plus du Haut-Rhin, parce que c'est ma circonscription, mais il y a encore eu des exercices récemment à l'Euro-Airport de grande ampleur, avec des évacuations. Après, lorsqu'on est dans le domaine urbain, pur et dur, là, je pense qu'il faut effectivement que l'information puisse bien aller jusqu'à l'habitant, au moins pour le rassurer et de suivre un plan qui est extrêmement simple, c'est important. Ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que par rapport aussi aux besoins de foncier, aujourd'hui, je salue en tout cas toutes les personnes élues, services de l'État, qui se penchent vers la réhabilitation et la réutilisation de friches industrielles. Parce que rien n'est simple. Oui. Il faut dépolluer. C'est toujours plus facile de construire de nouvelles infrastructures que de les réhabiliter. Et puis, on était quand même à 24 000 hectares de consommation foncière par an, avant la loi ZAN et la loi Atras. Mais en tout cas, je pense que c'est... Les fameuses lois sur l'artificialisation des sols. Si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. David Marguerite, est-ce qu'on parle autant d'écologie qu'avant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat? Je pense en effet, pour répondre à Anne-Véronique, que probablement que cette campagne municipale met à l'honneur des sujets qui ne sont pas exactement ceux de 2020, en tout cas que peut-être les sujets environnementaux à proprement parler sont moins à l'agenda des candidats et qu'on est peut-être... C'est moins un sujet qui revient en Normandie. À mon sens, ça accroche moins les campagnes, mais la campagne fait commencer d'une certaine manière. On est plus sur les sujets de santé, plus sur les sujets de sécurité, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les candidats ne font pas des propositions sur le cadre de vie. Pour répondre à votre témoignage, Anne-Véronique, moi, j'ai deux choses, parce que je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a d'abord la question de la dépollution. Je pense en effet qu'aujourd'hui, les friches sont un gisement. On doit réduire l'artificialisation, on le sait, on ne sera pas tous d'accord sur la façon de le réduire, mais qu'en tout cas, les friches, c'est une solution pour le réduire. Moi, je n'ai pas le sentiment, pour tout vous dire, quand je parle, comme mes collègues sénateurs, aux élus tous les jours, qu'il y ait peu de contraintes pour dépolluer les sols. J'ai plutôt le sentiment que là aussi, parfois, c'est le parcours du combattant avec... il faut être très motivé pour s'engager dans un chantier de dépollution. On le fait. Je pourrais citer dans mon département, à 40 ans, le site Gloria, qui était un grand site industriel qui est devenu un quartier avec des espaces de loisirs. C'est très réussi, mais il a fallu répondre à un certain nombre de contraintes. Et il y a la question de la gestion du risque. Moi, je suis d'accord avec mon collègue. Je suis issu d'un territoire où il y a beaucoup de nucléaire, Orano, EDF, où on est habitué aux exercices. Donc tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien, mais je pense en tout cas que l'information de la population, elle est importante. Karine Daniel. Alors, comment est-ce que vous répondez? Après, on ira écouter ce que dit Anne-Véronique. D'abord, amoindrir le coût des dépollutions de demain, c'est limiter les pollutions d'aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'investissement à faire, c'est sans doute un manque de réglementation et trop de laisser-faire sur des pollutions passées. On a Donc encore manque de réglementation, trop de réglementation. Sûr, on voit que vous n'êtes pas d'accord sur ce plateau. Bien sûr, et on a aujourd'hui des sujets PFAS sur lesquels nous... La pollution les polluants éternels, sur lesquels nous, on est très proactifs, justement pour éviter les nécessités de dépollution de demain. Il y a des contentieux, des futurs scandales sanitaires, bien sûr, aussi. Et il y a des contentieux en cours qui vont tomber là, notamment au sud de Lyon. Et moi, je suis très fière de faire partie des sénateurs qui vraiment alertent sur ce sujet. On n'est pas d'accord sur la question des pesticides. Nous, on combat les lois Duplon, celles qui sont passées et celles qui sont probablement à venir, parce qu'on sait que limiter les pesticides aujourd'hui, c'est avoir un effet bénéfique en termes de santé publique de tous les consommateurs, et y compris des agriculteurs. Donc il faut être très ferme sur ces enjeux de pollution et de lutte contre les pollutions à venir, parce qu'on a des vrais enjeux de santé publique pour les consommateurs et aussi pour les producteurs. Oui.
Eh bien, un petit mot de conclusion. On va vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Anne-Véronique ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord qu'il y a une culture du risque, en particulier dans les centrales nucléaires, dans les ports au pétrole et ces choses-là, dans ce qu'on appelle les CDSO. Donc, celles qui sont peut-être le risque maximum s'il arrive un accident. Mais la culture du risque dans ce qu'on appelle les ICPE, je suis désolée, je pense qu'elle est loin d'être optimale. Et je pense que le risque, d'ailleurs, le plus important, il provient probablement de ces industries où la culture du risque n'est pas si importante que ça. Eh bien, merci. Merci pour votre témoignage dans cette émission. Et maintenant, on va donner la parole à une électrice dont c'est la première fois qu'elle vote, la première fois qu'elle va déposer un bulletin dans l'urne. Bonjour, Alban Gély. Public Sénat vous a suivi un après-midi pluvieux en sortie de vos cours avec ce reportage de Céline Schmitt. On regarde. Dans le 6e arrondissement, c'est à l'Université catholique de Paris qu'Alban étudie en première année le droit, la philosophie et les sciences politiques. Un choix d'orientation qui était pour elle une évidence. La politique, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours intéressée, puisqu'on vit quand même en société. Il y a beaucoup de questions politiques qui vont s'imposer un peu à nous. Et j'ai eu la chance, de par mes études aussi, d'y être un peu confrontée. J'ai effectivement aussi la chance d'avoir des parents qui sont une famille qui est un peu politisée. Et donc on a beaucoup de débats aussi à la maison. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup encouragée à aller vers là. Ses 18 ans fraîchement célébrés, elle votera pour la première fois en mars prochain lors des élections municipales. Un droit citoyen qu'elle a hâte d'exercer. Pour moi, on ne peut pas prétendre vivre en démocratie ou critiquer la politique et la vie politique qu'on a actuellement si on ne s'y intéresse pas, si on n'y participe pas. Et justement, autour d'elle, Alban sait que tous ses amis ne partagent pas son intérêt pour la politique. Alors, pour convaincre ses anciens camarades de lycée, elle a sa méthode. C'est un peu mon petit combat du quotidien. Je vais vraiment essayer de sensibiliser certains de mes copains à aller se renseigner, aller lire les programmes pour pouvoir justement après aller voter, à vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les cartes électorales. Quand tu as une amie qui t'explique avec des termes que tu comprends, avec des expressions que tu comprends, rendant la chose un peu plus attrayante, je pense que ça peut les aider justement d'eux-mêmes après à aller se renseigner et creuser certains sujets. Avec ses camarades de promotion par contre, les discussions tournent très vite autour de la politique. Du coup, vous êtes inscrit sur les listes électorales, c'est bon, vous avez vérifié? Ouais, moi je suis inscrit sur la carte électorale. Oh, vous l'avez fait? Mais je pense que je vais essayer de m'inscrire justement pour pouvoir voter à Paris. Ça me concerne un petit peu plus que dans la ville où j'ai pu habiter avant. Ouais. J'ai un petit peu la sensation que les politiques, c'est un petit peu élitiste et donc presque déconnecté en fait de la vie qu'on peut avoir en tant que population. Aux élections municipales de 2020, 70% des 18-24 ans n'avaient pas voté au premier tour. Et bonjour Alban, merci de témoigner dans cette émission. Alors, est-ce que vous parleriez de paresse démocratique de votre génération ? Alors, je ne parlerai pas forcément de paresse démocratique parce que quand même, il faut prendre en compte que nos générations, on est nés dans l'ère du numérique, ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de plus simple justement pour se renseigner et aussi plus difficile parce que on doit faire le tri avec beaucoup de fake news, avec l'IA sur les réseaux, maintenant c'est un enfer. Et je sais que beaucoup de mes camarades vont aller se renseigner uniquement sur les réseaux sociaux parce que faire l'effort de se renseigner sur des médias, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est plus une habitude qu'on va avoir naturellement. Donc ça complique en fait un peu la chose. Et alors, vous parlez avec vos camarades de cours, on l'a vu dans le reportage, vous essayez de les motiver aussi à s'intéresser à la politique. Qu'est-ce que vous diriez que ces élections municipales, elles changent ? Pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement intéressantes pour commencer à voter ? Pour commencer à voter, je trouve ça vraiment intéressant car on va se concentrer sur une échelle locale. C'est plus facile de se projeter, de se rendre compte des enjeux divers et variés. Qu'à une échelle nationale où tout de suite, déjà, l'échelle est beaucoup plus grande, la question internationale se pose aussi, et donc je pense que c'est plus facile de se sentir légitime pour voter au municipal que légitime pour voter au national et au présidentiel, parce que tout simplement, encore une fois, on est confronté tous les jours à la vie dans la ville. On peut aussi dire que les étiquettes politiques comptent moins par rapport aux projets locaux, les projets les plus concrets aussi pour nos concitoyens, même les plus jeunes. Oui, bien sûr. Je pense que je m'en rends compte un peu autour de moi. Beaucoup de mes copains qui ne votent pas justement, soit vont se dire apolitiques, soit vont aussi ressentir cette non-légitimité vis-à-vis de ça justement. Donc je trouve ça intéressant de pousser un peu au vote pour les municipales
parce que c'est aussi se réapproprier le droit de vote. Karine Daniel, ça fait du bien aussi de voir cette jeunesse qui s'engage, qui s'intéresse à la politique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à Alban ? Alors moi, j'ai toujours une attention particulière à répondre positivement, par exemple, au moment de remise de cartes d'électeurs aux jeunes des communes. Je trouve que c'est un moment symbolique important. On parle de l'action des maires, cette action de sensibilisation des maires. J'étais encore dans une commune de mon département cette semaine pour faire ça. Et c'est très important. Dire aux jeunes aussi qu'au-delà de l'intérêt qu'ils peuvent porter aux campagnes et à la politique, ils ont l'opportunité de se présenter aux élections municipales. Et oui, ça, on devient électeur, voilà, mais aussi éligible à 18 ans. Bien sûr, l'élection municipale, c'est sans doute l'élection la plus accessible, alors peut-être moins à Paris que dans une commune rurale, quoique, mais en tous les cas, c'est aussi ce qu'il faut dire aux jeunes. Ils ont non seulement leur place en tant qu'électeurs et électrices, et aussi en tant que candidates ou candidats, parce que souvent, ils apportent beaucoup aux projets municipaux et à leur mise en œuvre. En tous les cas, c'est un mouvement qu'il faut souligner et encourager. Et alors, Alban, parmi les thèmes de campagne qui vous intéressent particulièrement, et aussi beaucoup de Français, il y a la sécurité, que ce soit le sentiment d'insécurité ou la sécurité réelle dans les rues de Boulogne où vous habitez. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu crucial pour vous ? Alors j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance et d'être plutôt privilégiée par rapport à ça. J'ai été protégée pendant toute mon enfance, mais c'est un enjeu majeur dans la commune notamment de Boulogne, parce que je m'en rends bien compte, l'insécurité est vécue et maintenant depuis plusieurs mois, j'ai eu de nombreuses mauvaises expériences. Maintenant, même pour faire 200 mètres, je vais aller demander à des amis de me ramener parce que sincèrement, je préfère ne pas prendre le risque, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, on va dire, assez étrange. Je me suis fait suivre plusieurs fois récemment, alors que depuis le plus jeune âge, je rentre seule et je n'ai jamais eu de soucis avant ça. Il y a de plus en plus de personnes qui n'habitent pas dans la ville, qui viennent se poser pour boire de 8h à 18h. Donc à 8h, forcément, ils ne sont pas très agressifs. Mais bon, fin de journée, après avoir passé 12 heures à picoler, c'est plus le même enjeu. David Marguerite, vous aussi, vous l'entendez comme Alban, cette question de la sécurité, on l'a dit, premier enjeu. Oui, je pense, et que ce soit d'ailleurs dans les pôles urbains ou à la campagne, c'est un sujet qui revient beaucoup et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que l'insécurité est un sentiment. Je pense que c'est bien une réalité et le témoignage d'Alban le démontre un peu plus. Moi, je voulais lui dire à Alban, ça va être son premier vote, c'est pas rien, on se rappelle tous de notre premier vote. Vous avez la chance en plus de le faire sur une élection municipale qui est vraiment l'élection du quotidien. Et c'est aussi peut-être le message qu'il faut porter aux jeunes, c'est de dire que la volonté politique, elle est souvent critiquée. On a souvent le sentiment qu'un élu ne sert plus à rien. Et ben moi, je crois que la volonté politique, ça sert encore beaucoup. Et ça sert notamment aux élections municipales sur un enjeu aussi important que la sécurité. C'est l'occasion d'en parler d'ailleurs, le débat municipal. On a de nombreux candidats qui font des propositions sur la vidéoprotection, sur le renforcement des effectifs de la police municipale. Et qu'une jeune nous en parle aujourd'hui, ça démontre bien, aussi parce que ce n'est pas forcément traditionnel, que c'est un sujet de préoccupation qui dépasse les générations, qui dépasse les territoires, et que c'est peut-être aussi dans le cadre local qu'on peut agir et apporter des réponses concrètes. Oui, ça va être un peu la conclusion de cette émission. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a maintenant un élargissement des pouvoirs des polices municipales ? C'est un enjeu aussi de cette campagne, Ludovic Hay ? Oui, totalement. Il faut que les jeunes se sentent sûrs dans leur ville, à la fois leur ville de naissance, mais aussi les villes où ils étudient. Et ça, je crois que c'est important parce que cette politique-là, aujourd'hui, c'est aux jeunes aussi de se l'approprier. Disons qu'il y a une double action. Les jeunes doivent faire cette démarche-là, comme Alban l'a dit, de s'intéresser à la politique. Et puis, il y a aussi un rôle qui nous incombe à nous, d'effectivement donner envie et de se mettre aussi sur les réseaux qui vont bien. Je crois qu'aujourd'hui, la base peut-être même de nos engagements, je parle aussi au nom de mes collègues, mais c'est d'agir plutôt que subir. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, s'ils veulent justement, encore une fois, pouvoir s'investir dans la ville, leur ville associative, leur ville culturelle, leur ville aussi de logement, de points de restauration, eh bien c'est bien aux élections municipales que ça se traduit. C'est la fin de cette émission. Un petit mot de conclusion. Karine Daniel, on voit il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'attentes aussi envers les candidats municipaux. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces attentes ? Bien, moi, ce que je souhaitais dire, c'est que d'abord, on avait des craintes sur l'engagement des citoyennes et des citoyens pour composer des listes pour ces élections municipales. On voit que ces craintes, elles semblent s'amoindrir parce que
partout, on voit des équipes se mobiliser, travailler sur des projets en commun, vraiment créer de la cohésion, proposer des projets alternatifs. Et ça doit être souligné. Et la place des jeunes, je le redis, est très importante dans ce mouvement. On voit aussi que les sujets que vous avez traités, qu'on a traités, sont ceux qui sont sur l'agenda politique. Et moi, je soutiens des candidats plutôt de gauche. Et je vois que, par exemple, la sécurité est devenue aussi une vraie préoccupation et un vrai enjeu, y compris pour les candidats de gauche. C'est très important parce que la sécurité, c'est la première des libertés et ça concerne singulièrement celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et c'est aussi une préoccupation pour nous extrêmement importante. Un petit mot de conclusion. Je partage le constat selon lequel il y a de nombreux citoyens qui s'engagent à ces élections. On a souvent, et d'ailleurs c'est assez récurrent, à chaque élection, on a l'appréhension qu'il n'y ait pas de candidat, qu'il y ait un peu de découragement et de résignation. Il y en a, bien sûr, mais je constate qu'en effet, même dans les petites communes, il y a des listes qui se forment, il y a des projets qui sont discutés, et que cette élection, en effet, c'est celle du quotidien, et elle intéresse encore nos concitoyens, et c'est tant mieux. Le mot de la fin. Oui, je crois qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, et Alban l'a dit, j'invite vraiment tous les jeunes à vraiment essayer de trouver la vraie véracité, la véracité de l'information, et de se rapprocher d'hommes et de femmes politiques qui peuvent effectivement leur donner de vraies propositions plutôt que de parfois lire des choses qui ne sont pas tout à fait vérifiées sur les réseaux sociaux, parce que ça peut aussi influer sur le vote, et je crois que c'est extrêmement important. Avec un mandat très proche des gens, on le dit, pas parce que vous êtes sénateur, donc le relais des maires, mais le mandat de maire est vraiment particulièrement le mandat du quotidien. C'est là où on est le plus proche, alors de toutes les générations, pas que des étudiants, mais je crois que c'est là où on est le plus proche, on est vraiment à leur portée, et les échanges quotidiens font que ça donne une vraie confiance. On dit que la plus grande confiance est effectivement dans cette élection communale, et je crois qu'il faut que ça le reste. Il faut par contre que les jeunes aillent voter, parce qu'il y avait un jeune sur 3 seulement qui était allé voter en 2020. Certes, nous étions en crise Covid, mais là, je les invite à se rattraper. Voilà, et on rappelle les dates, 15 et 22 mars pour le premier et le second tour des élections. Avant de clore ce numéro Direct Citoyen, en début d'émission, on a vu des visages de l'élection à Paris et à Lyon. D'autres candidats sont présents à ces élections, et on va voir les noms de tous les candidats déclarés à date à l'élection municipale de Paris et à celle de Lyon. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier les Françaises et Français qui ont participé à ce débat. Merci à tous les 3 aussi en plateau d'avoir accepté de jouer le jeu de ce dialogue. Un grand merci aux équipes techniques et éditoriales qui ont permis de réaliser ce dialogue citoyen. Notre émission qui est à retrouver aussi sur les plateformes de podcast et sur publicsena.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, X ou encore d'autres plateformes. On vous donnera le prochain numéro de Dialogue citoyen. À très vite sur Public Sénat. J'ai trouvé que c'était très dense et très intense. Et qu'il y avait une variété de témoignages et de citoyens qui étaient bien représentatifs de la société civile. C'était très intéressant, il y avait des sujets très variés, et je pense que c'est une élection qui est particulière, puisqu'en fait, il y a énormément de sujets, en fait, parce que la mairie correspond vraiment au maillage le plus proche de nous. C'est très intéressant d'avoir des échanges comme ça sur plein de sujets différents avec des personnes qui viennent d'un peu partout en France. Et d'avoir aussi l'échange avec les sénateurs qui peuvent essayer de répondre un peu aux questions et aux interrogations citoyennes.